Bonjour tout le monde, je suis bien heureux d'être là, malheureusement virtuellement, mais je suis bien content. Je suis content aussi de parler d'un sujet qui est très important. C'est probablement le plus grand défi auquel vont faire face les entreprises dans les prochaines années, la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre n'est pas une nouvelle tendance. Avant la pandémie, on avait déjà une pénurie de main-d'œuvre au Canada, mais la pandémie a accéléré les choses. Parce que beaucoup de gens ont décidé de se retirer du marché du travail à cause de la retraite. On a aussi eu évidemment moins d'immigration au cours des dernières années, ce qui a ralenti le marché du travail. Et également, il y a beaucoup de Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui ont décidé de changer de secteur, qui fait en sorte que c'est encore plus difficile dans certains secteurs là, de trouver de la main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, le problème fondamental, c'est le vieillissement de la population que nous avons au Canada. 18% maintenant des Canadiens ont plus de 65 ans, donc beaucoup de gens ont décidé de quitter le marché du travail pour prendre leur retraite. Les baby boomers, comme on les appelle, quittent massivement pour la retraite et il n'y a pas suffisamment de gens qui rentrent sur le marché du travail. La conséquence, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver. Pour en discuter, on a un panel très, très bien avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, je vais commencer par vous les présenter et après ça, on passera à l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Je vais vous les présenter pas nécessairement dans l'ordre que vous les voyez. Je vais commencer par Michèle Savoie, qui est une entrepreneure. Elle possède et gère son entreprise qui s'appelle Voyageurs Wilderness sur l'île Voyageurs, sur le lac Nain, à la frontière du parc Quatico, et ça, c'est dans le nord-ouest de l'Ontario. Donc, bonjour, Madame Savoie. Merci d'être là avec nous. On a aussi Sylvie Pinchot, qui est directrice générale du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne depuis 2017. Bonjour Sylvie, merci d'être là. Nous avons également Hélène Panagagous, que vous voyez à l'écran. Peut-être que son nom, je ne sais pas si les noms sont présentés, malheureusement, il y a le mauvais nom. Si vous voyez le nom de Liliane Paré, c'est plutôt Hélène qui est avec nous. Hélène est directrice principale et directrice générale par intérim du Réseau national d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Bonjour Hélène, bienvenue sur notre panel. Et finalement, nous avons Asitu Senko, qui est gestionnaire du programme Employabilité et Immigration à la Société économique de l'Ontario. Bonjour Asitu, bienvenue. Merci d'être là également. Donc, on va commencer à essayer de comprendre d'abord c'est quoi le problème de pénurie de main-d'œuvre et ensuite, on va essayer de trouver des solutions. Mais pour commencer, on va parler à notre entrepreneur. Donc, Madame Savoie, vous êtes entrepreneur, donc vous avez à embaucher des gens, à recruter des gens. Donc, est-ce que c'est difficile pour vous présentement de recruter les employés que vous avez besoin? Merci pour la belle introduction et dans l'esprit de réconciliation et de collaboration, je reconnais et je me rejoins à vous du territoire ancestral du peuple Anishinaabe, de la Première Nation Laclaqua et la Nation Métis. Alors, juste un petit background. Voyageurs offre des services en canoë-éco-aventure culturelle et basé dans la nature et inclut des services pourvoyeurs, accommodations et programmes d'interprétation. Comme ça, on peut voir comment que j'embauche des gens. Évidemment, nous sommes une petite entreprise saisonnière dans le secteur du tourisme et à plein air. Alors, dans le nord, c'est à l'été et demi-saison, printemps et l'automne. Mais les activités essentielles en basse saison, en hiver, gèrent les résultats en haute saison avec nos employés
pour nous soutenir tous à toute l'année longue. Alors, pour nous, tu m'as demandé la question, évidemment. Est-ce que c'est difficile de recruter présentement? Ou est-ce que vous avez la difficulté au cours de cette année de recruter pour vos opérations? Bon, typiquement, c'est des étudiants d'université et au niveau d'école secondaire, mais nous sommes souvent leur premier employeur pour un tremplin pour leur carrière ou leurs aspirations. Nous, on sommes généralement, oui, c'est difficile pour embaucher les gens parce que généralement, nous sommes éloignés. Nos employés viennent partout du Canada. Localement, c'est au moins 2 à 3 heures de distance de voyage de chez nous. Alors souvent, c'est difficile. Avant COVID, nous avons prévu évidemment une expansion, mais avec COVID, les gens ne peuvent pas voyager. On peut pas avoir des gens qui nous viennent travailler pour nous. Alors c'est pas mal difficile de recruter des gens. Donc vous avez trouvé que c'était plus difficile cette année que dans les années précédentes? Oui, définitivement. Est-ce que vous avez eu à utiliser des stratégies particulières pour réussir à trouver des employés que vous aviez besoin? Alors, les différentes stratégies qu'on a eues, typiquement, c'est des partenariats. Les universités, les centres d'éducation, pour circuler, publier les offres d'emploi, mais aussi pour des placements et des stages, des partenariats avec des différentes organisations touristiques comme l'AFNO, l'Association francophone nord-ouest de l'Ontario, et de travailler avec d'autres organismes aussi à circuler et publier des offres d'emploi. Évidemment, d'autres stratégies sont, comme on dit, word of mouth. Alors, avec les anciens employés, des amis de la famille élargie, la communauté, on a eu la chance d'avoir une deuxième génération de travailleurs saisonniers pour nous. Alors, et évidemment, une autre stratégie, c'est de travailler avec les centres d'emploi locaux et leurs agents. La société économique aussi a fait une grosse partie de ça. Leurs agents sont formidables pour aider avec les plans d'affaires et tous les aspects d'affaires, leur aide à naviguer tous les différents programmes et de trouver celles qui nous concernent, évidemment. Si je comprends bien, vous recrutez des gens qui parlent français ou qui doivent parler français. Est-ce que c'était plus difficile dans ce contexte-là de trouver des gens qui parlent français? Sans doute, trouver des gens qui sont complètement bilingues est vraiment difficile. Les élèves ont la possibilité d'apprendre le français à l'école primaire, même à Thunder Bay, qui est le plus proche ville de chez nous. Alors, ils ont besoin d'encouragement pour pratiquer et utiliser leurs compétences acquises pour devenir plus compétents. Dans l'offre d'emploi, nous mettions des bilingues, c'est un atout. Alors, pour nous, leur donnant également quelques mots de salutation de base en français pour utiliser lors d'une interaction avec les visiteurs, c'est d'être proactif pour notre responsabilité de partager notre culture francophone, non seulement avec les visiteurs, mais avec nos employés. Parce que, si je comprends bien, la francophonie, c'est un élément important de votre entreprise. Est-ce que c'est parce que vous avez des visiteurs qui sont francophones? Qu'est-ce qui rend la francophonie importante pour vous? Pour moi, personnellement, il s'agit de qui nous sommes, comment nous vivons, jouons et travaillons avec une fondation basée dans nos traditions, nos enseignements, nos valeurs. Alors, pour moi, une femme métisse francophone, c'est un atout supplémentaire. En ajoutant la diversité, je partage des connaissances. Avec la connaissance,
vient le respect et avec le respect vient une appréciation. L'appréciation donne, comme on dit, empowerment. Alors, je trouve que c'est très nécessaire. Est-ce que, évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas une solution magique, il n'y a pas une solution miracle. Une des solutions, c'est l'immigration. Donc, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Madame Panagagos, qui est directrice générale de l'immigration. Est-ce que quelle est la situation de l'immigration au Canada présentement? On entend beaucoup que la pandémie a ralenti l'immigration. Qu'est-ce qui est l'heure juste? Merci Pierre. Et de mon côté, j'aimerais vous remercier d'avoir cette opportunité de vous parler aujourd'hui et de présenter sur la situation concernant l'immigration au Canada durant la pandémie et comment ça a affecté la main-d'œuvre. Donc, on peut, je pense, affirmer sans aucun doute que les mesures provisoires qui ont été mises en place pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens pendant la pandémie ont perturbé le marché du travail et ont eu un impact sur les employeurs et les travailleurs étrangers. Par contre, notre ministère, quand même, a su s'adapter aux besoins économiques du Canada et à la réalité qu'elles avaient les talents dont elles avaient besoin pendant cette période, tout autant que de soutenir les travailleurs étrangers qui étaient déjà sur place. Par exemple, on a mis des mesures temporaires qui ont été introduites en avril 2021 visant l'octroi, à faciliter plutôt l'octroi de la résidence permanente à certains résidents temporaires qui se trouvaient déjà au Canada, ayant de l'expérience de travail dans plusieurs secteurs déterminés en fonction des besoins identifiés en matière de main-d'œuvre. Cette politique comporte aussi un volet visant spécifiquement les étrangers francophones au Canada hors Québec. Des mesures temporaires similaires visant les étrangers au Canada ayant récemment obtenu un diplôme d'établissement d'enseignement postsecondaire canadien. Nous trouvons également un volet de cette politique visant les étrangers francophones au Canada, hors Québec, ainsi qu'une politique permettant à certains travailleurs temporaires au Canada de changer d'employeur sans délai en attendant que leur demande de permis soit finalisée. Une autre mesure mise en place en mai 2020. Des politiques permettant à certains travailleurs dont l'autorisation a expiré de rétablir leur statut et de recommencer à travailler rapidement. Des politiques permettant à certains étrangers au Canada n'étant pas autorisés à travailler de présenter une demande de permis de travail appuyée par une offre d'emploi qui a été mise en place en août 2020. Ce ne sont là que quelques exemples. Il est également important de souligner que IRCC a effectué un travail colossal en réponse à la pandémie en transformant de façon radicale comment on livre nos programmes et nos services afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins de nos clients dans un environnement virtuel. Nous sommes aussi assurés que les populations plus vulnérables qui se retrouvent au Canada puissent continuer à avoir accès à nos services. Et de là, je parle des travailleurs étrangers victimes ou à risque d'être victimes de violences en milieu de travail, les personnes victimes de violences familiales ou encore les demandeurs d'asile qui, dès le début de la pandémie, ont pu déposer leur demande par un processus à distance. Donc, nous avons agi rapidement et fait beaucoup de chemin depuis le début de la pandémie en offrant des ressources additionnelles là où les besoins sont les plus grands, tout en simplifiant nos processus et augmentant les capacités dans nos systèmes. Nous avons entrepris une modernisation sans précédent du système d'immigration grâce à plus de 800 millions de dollars du budget 2021 pour créer une toute nouvelle plateforme numérique pour gérer les cas d'immigration. Cette nouvelle plateforme transforme notre système d'immigration, ce qui signifie que les dossiers seront traités de façon plus efficace et ainsi que les travailleurs pourront arriver au Canada beaucoup plus rapidement. C'est pendant la pandémie que le ministère a introduit également ses plus hautes cibles d'immigration depuis des années, car le gouvernement a reconnu que l'immigration est un élément clé pour la reprise économique du Canada. Cette année, par exemple, nous sommes en bonne voie d'atteindre l'objectif d'accueillir
401 000 nouveaux résidents permanents, ce qui serait le plus grand nombre d'entrées annuelles jamais enregistrées. Et le même va continuer pour l'année prochaine, 2022 et 2023. Donc, on s'attend à ce que le nombre des migrants résidents va augmenter au cours des prochaines années. Est-ce que, par exemple, vous avez des objectifs? Comment ça se compare avec le nombre qu'on accueillait avant la pandémie? Est-ce qu'on a, si je comprends bien, augmenté de façon significative? Oui, on était toujours dans les alentours des 300 000. Comme je dis, c'est sans précédent qu'on a atterri, on va atterrir quelque part de très près aux 401 000 pour cette année, puis on vise presque 411 à 413 pour l'année prochaine et encore une augmentation pour 2023 également. Comme j'ai dit, on sait que l'immigration va jouer un rôle primordial dans la reprise économique du pays. Parfait. Si on se tourne vers la situation de l'Ontario, parlons à Asitu Senko qui travaille à la Société économique de l'Ontario. Qu'est-ce que vous avez des clients qui sont à la recherche d'employés? C'est quoi la situation que vous voyez présentement? Merci pour votre question, Pierre. Effectivement, à la Société économique de l'Ontario, nous accompagnons depuis 20 ans près de 1500 nouveaux arrivants francophones par an, grâce à la diversité de nos services et programmes. Donc, nous travaillons notamment sur deux enjeux économiques incontournables au sein des communautés francophones, qui sont l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et ces 2 dernières années ont été particulièrement difficiles pour notre clientèle. Nous avons fait preuve de rapidité pour adopter un tournant numérique et 100% virtuel de nos services. Mais là encore, nos clients font face à diverses barrières, que ce soit pour accéder au marché du travail ou pour la création d'entreprises, notamment par rapport à ce que ont évoqué mes collègues à travers l'immigration. Donc, notre taux de placement a été divisé par 2. Et ça, depuis le début de la pandémie. Les employeurs peinent notamment à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et surtout disponible en Ontario. Donc, quand on se tourne également vers les employeurs qui nous confient une partie de leur processus de recrutement, on trouve une situation où ils sont désemparés. Donc, nous sommes bien conscients que les employeurs éprouvent des difficultés à trouver de la main-d'œuvre et pour les aider à surmonter cela, nous les accompagnons notamment vers le recrutement à l'international, faute de trouver de la main-d'œuvre localement. Et est-ce qu'il y a des régions de l'Ontario qui sont plus affectées que d'autres ou des secteurs de l'économie qui sont plus affectés que d'autres? Et effectivement, elle est accentuée notamment dans certaines régions. Et étant donné que nous avons des bureaux à Ottawa, Toronto et Sudbury, ainsi que des bureaux dans les régions Est, Centre, Sud-Ouest et Nord, nous avons une très bonne lecture et très réaliste en fait des diverses opportunités d'emploi. Et par conséquent une connaissance accrue des pénuries de main-d'œuvre. Donc nous revenons tout juste justement d'une tournée des employeurs dans le nord-est et le nord-ouest de l'Ontario. Donc c'est une tournée qui consiste en fait à aller à la rencontre des employeurs et de la communauté francophone. Et le constat est sans appel. Il y a un besoin criant de main-d'œuvre francophone, bilingue et qualifiée dans les 10 districts du nord de l'Ontario. Et c'est quoi la meilleure stratégie pour un entrepreneur qui fait face à cette difficulté présentement? Qu'est-ce qui, selon votre expérience, fonctionne le mieux jusqu'à maintenant? Alors, écoutez, on a une équipe dynamique qui est totalement dédiée au succès de nos clients, car c'est pour nous un gage de réussite. Donc, en termes de stratégie, on a totalement repensé ce qu'on pouvait faire pour contrer justement la pénurie de main-d'œuvre. Et pour vous donner quelques exemples concernant les entrepreneurs, dans le cadre du développement économique, nous facilitons les sessions de réseautage pour que les entrepreneurs puissent discuter et faire connaissance entre eux. Et ce sont des lieux où ils abordent des solutions concrètes et communiquent leur plan d'action pour faire face justement à la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'au début, vous avez mentionné que vous accompagnez dans quelques occasions les entrepreneurs pour aller recruter à l'étranger. Est-ce que c'est une des stratégies que vous utilisez?
Absolument. Notre tournée justement nous a permis de récolter 35 opportunités diverses et variées dans des secteurs qui sont notamment très touchés comme le tourisme, les mines, les transports et logistiques, pour n'en citer quelques-uns, la santé. Donc on est vraiment à ce point-ci tourné vers le recrutement à l'international, puisque les employeurs sont vraiment dépourvus en termes de main-d'œuvre et que la situation est assez urgente. Et comment ça fonctionne, un entrepreneur qui voudrait recruter à l'étranger? C'est quoi le mécanisme ou la façon de faire? Très bonne question. Donc, en fait, on identifie les besoins des employeurs et face à cela, nous disposons d'un bassin de candidats. Donc, on essaye de faire en sorte que les deux parties se rencontrent, qu'il y ait un maillage qui soit gagnant aussi bien pour les talents bilingues et qualifiés que nous desservons que les employeurs auprès de qui nous travaillons étroitement. Donc, c'est le mécanisme, il est multiple. Étant donné qu'on est financé aussi par le gouvernement, le ministère de l'immigration, réfugiés et citoyenneté, nous avons comme mandat d'accompagner les immigrants francophones dans leur recherche, dans leur quête d'accès à l'emploi. Et parallèlement à ça, nous avons les employeurs qui nous sollicitent à tous les niveaux, que ce soit pour l'affichage de leur offre d'emploi ou bien le référencement de candidats qui pourraient vraiment correspondre à leur cible. Donc, direz-vous que l'immigration, c'est une solution, évidemment, c'est pas la seule, mais c'est une solution intéressante pour combler cette pénurie de main-d'œuvre qu'on voit présentement. Absolument. On travaille vraiment depuis une vingtaine d'années, comme je le disais au début, sur ces enjeux-là. Et notre expérience nous a prouvé à plusieurs reprises que c'était une option vraiment, une alternative qui pouvait vraiment répondre à la demande des employeurs. Et grâce aux différents programmes d'immigration, il est tout à fait possible de le faire. Je pense notamment au programme de mobilité francophone qui permet dans un délai assez court de faire venir de la main-d'œuvre dans les semaines. Enfin, ça dépend des délais. Actuellement, c'est un peu plus long. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement on peut faire venir des talents de l'étranger, mais on peut également faire venir leur famille, ce qui contribue notamment à l'objectif du gouvernement, qui est d'augmenter le pourcentage de francophones sur place, qui est de 5%. Donc, c'est très encourageant. D'accord. Sylvie Pinchot, vous êtes directrice générale du Conseil des ministres de la francophonie canadienne. Quels sont les outils dont disposent les gouvernements pour prévoir les pénuries de main-d'œuvre? Actuellement, les gouvernements disposent de plusieurs outils, mais malheureusement, malgré l'importance de ce secteur-là, il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont capables d'aller chercher des informations précises dans le domaine de la francophonie. Alors, on a Statistique Canada, bien sûr, qui fait une enquête sur les postes vacants. On a Emploi et Développement social Canada qui ont une équipe de gens très spécialisés pour aller cerner les pénuries dans les différentes régions du Canada et dans les secteurs. Mais au niveau de la francophonie, c'est plus difficile d'aller chercher des données probantes. Alors, c'est une des actions que le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne veut mener cette année. D'ailleurs, c'est le gouvernement de l'Ontario avec la ministre Mulroney qui parraine cette initiative-là au sein de notre organisation. Et ce qu'on veut, c'est aller déterminer à quels endroits on peut effectuer des changements pour aller chercher les informations qui vont prévenir les pénuries, qu'on puisse savoir à l'avance dans quel secteur d'activité il va y avoir une pénurie. En francophonie, parce qu'on vit en milieu minoritaire, on connaît un peu les pénuries, on sait qu'on manque d'adjointes administratives partout, on sait qu'on manque d'infirmières, mais il n'y a pas de données vraiment spécifiques pour les nommer, pour les cibler, pour pouvoir vraiment faire des démarches pointues. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille avec les organismes responsables à aller développer ces outils qui sont nécessaires. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier où la pénurie de main-d'œuvre affecte particulièrement la francophonie? Oui, certainement. Les éducatrices, éducateurs en garderie
on en manque cruellement. Alors, on sait que pour un éducateur, une éducatrice en garderie, ce sont 6 ou 7 enfants francophones, là, ceux qui vont grandir en francophonie. Quand ces acteurs ne sont pas là, ces enfants-là grandissent dans des garderies en anglais. Alors, ça devient plus difficile après ça. Quand ils entrent à l'école, s'ils vont à l'école francophone, ça devient un effort supplémentaire pour les franciser. On a parlé des infirmières tantôt, mais il y a aussi plusieurs autres domaines de la santé où ce serait important d'avoir du personnel en français. Et spécifiquement, je dirais, ces temps-ci, avec la pandémie, au niveau de la santé mentale, c'est pas facile d'avoir des services de santé mentale en français, mais comment peut-on savoir si on n'a pas de repères là, qui nous donnent des informations probantes là, pour savoir combien on a de personnes capables de servir dans nos réseaux de la santé de façon bilingue? Alors, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a, dans le cours de cette initiative-là, quelque chose que j'aimerais mentionner qui est assez nouveau. Les ministres responsables du travail ont mis sur pied il y a quelques années un conseil pour pouvoir aller chercher justement plus de données précises et ils se sont intéressés récemment à la francophonie et à ses besoins grâce bien sûr à leurs collègues ministres de la francophonie qui ont cogné à leur porte. Et on a découvert, entre autres, que dans le moissonnage du web, dans cette façon d'aller scruter les annonces d'offres d'emploi, on était capable probablement d'aller détecter des tendances dans les pénuries à venir. Alors, ça nous permettrait dans le futur d'éviter d'avoir, par exemple, on sait qu'on manque cruellement d'enseignants partout au pays, d'enseignants français, que ce soit en langue première ou en langue seconde. Mais si on avait eu ces outils-là il y a une dizaine d'années, on aurait peut-être pu voir venir la tempête et prévenir. Alors maintenant, des nouveaux outils comme le moissonnage du web vont probablement nous assister dans ces problématiques-là. Et qu'est-ce que c'est la contribution des ministres responsables de la francophonie? Quelles sont leurs contributions à cet enjeu-là qu'on a? Parce que c'est un enjeu important, si je vous entends bien. Ça peut limiter les services en français que les Canadiens reçoivent un peu partout au pays. Tout à fait. Au pays, là, si on parle juste de la main-d'œuvre bilingue, il y a 1,6 million de travailleurs bilingues. Ça représente 10% de la main-d'œuvre. Alors, c'est quand même un nombre de personnes très important. Les ministres de la francophonie sont des catalyseurs. Les gens comme Mme Lebel, Mme Mulroney, les ministres responsables en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, sont des catalyseurs. Au sein de leur gouvernement, ils vont promouvoir les intérêts de la francophonie. Ils vont faire valoir auprès de leurs ministres responsables des secteurs de la santé, de la main-d'œuvre, comme on l'a vu, les intérêts de la francophonie. Ils vont aller voir comment on peut comme gouvernement, intervenir le mieux possible avec nos cadres législatifs, avec nos cadres administratifs, intervenir sur les enjeux spécifiques qui ont lien avec la vitalité des communautés. Donc, c'est clair que l'immigration fait partie de la solution de cet enjeu qui ne disparaîtra pas. J'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent que ça va disparaître dans les prochains mois, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est à cause, on a un vieillissement de la population dans les 5 prochaines années. Il y a des milliers, sinon des centaines de milliers de baby boomers qui vont prendre leur retraite. Donc, c'est un enjeu qui va être avec nous pendant un certain temps. Je reviens à vous, Madame Savoie, qui est une entrepreneure. Est-ce que vous avez entendu sur l'immigration vous tente? Est-ce que vous pourriez chercher de ce côté-là dans les années à venir? Oui, sans doute, parce que non seulement on cherche des employeurs, mais aussi on travaille avec des contracteurs, des entreprises et des contracteurs. Et cela a été et continue d'être vraiment difficile. Alors, d'avoir ça ajoute le grand pool d'employés ou des contracteurs, ça serait bien pour moi comme un entrepreneur, sans doute.
Et parlant d'immigration, Madame Panagagos, je m'excuse si je prononce pas votre nom comme faut. C'est quoi la meilleure façon pour les entrepreneurs s'ils sont à la recherche de nouvelles personnes? C'est quoi la meilleure façon à travers l'immigration? La meilleure façon, je dirais, c'est de voir quels sont spécifiquement les besoins de chaque entrepreneur, parce que le ministère a des programmes qui visent les travailleurs temporaires, mais il y a des programmes aussi qui visent des travailleurs ou des programmes plus permanents. Donc, il y a l'immigration économique temporaire qu'on peut voir dans deux programmes très spécifiques où on octroie des permis de travail, par exemple le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale. Donc, ce qui distingue ces deux programmes-là, c'est que le programme des travailleurs étrangers temporaires, il faut avoir en premier lieu une étude d'impact sur le marché de travail, tandis que l'autre, il ne faut pas. Donc, il s'agit ici de voir quels sont spécifiquement les besoins. Si il y a différents volets dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, chacun associé à des normes de service pour le traitement pouvant aller de 10 jours ouvrables jusqu'à plusieurs mois. Et ça dépend du salaire, la profession, l'industrie, etc. Dans le programme de mobilité internationale, certains travailleurs étrangers peuvent être dispensés de l'exigence liée à l'étude d'impact pour le marché du travail, mais il faut pouvoir démontrer que le travail entraînera aussi des avantages importants ou réciproques pour le Canada. Donc, avant d'utiliser ce programme, l'employeur doit d'abord créer une offre d'emploi dans le portail des employeurs sur le site web de notre ministère. Il est intéressant aussi de noter qu'il existe une dispense de l'étude d'impact pour le marché du travail relative à la mobilité francophone, qui a été créée pour faciliter l'immigration de francophones qualifiés et afin de aussi renforcer les communautés francophones en situation minoritaire hors Québec. Donc, ce programme permet d'embaucher un travailleur étranger qualifié, quel que soit son âge, son pays d'origine, pour occuper n'importe quel poste spécialisé. Pour que le travailleur étranger soit admissible, sa langue d'usage doit être le français. Il est important de noter que la langue parlée dans le milieu de travail canadien ne doit pas nécessairement être le français, mais il peut être souhaitable pour des entreprises de pouvoir compter sur des employés bilingues, capables d'offrir des services dans les deux langues officielles du Canada. Et en ce qui concerne le processus du permis de travail, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant de demander un permis de travail, un étranger doit avoir soit un résultat d'une étude d'impact pour le marché du travail ou une offre d'emploi sur le portail des employeurs. Et l'exception à cette règle, c'est si le travailleur est admissible à un permis de travail ouvert, ce qui l'autorise à travailler pour n'importe quel employeur. Et les demandes de permis de travail peuvent être faites en ligne ou dans un centre de réception de demande de visa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a aussi les programmes plus permanents ou l'immigration économique permanente qu'on appelle, comme l'entrée express, les programmes de travailleurs qualifiés, les programmes de travailleurs de métiers spécialisés. On a aussi des programmes qui sont plus spécifiques pour les régions, comme un programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, et évidemment les programmes des candidats des provinces et territoires. Donc, il y a toute une gamme de programmes temporaires et plus permanents qui visent à combler ces pénuries de main-d'œuvre dépendamment des besoins des employeurs. Merci beaucoup. Il ne reste que quelques secondes pour vous remercier d'avoir participé à ce panel. C'était une très bonne discussion. Malheureusement, je pense qu'on va en discuter encore longuement parce que selon tout ce qu'on regarde, nous, dans notre étude économique, c'est que c'est un enjeu qui va rester avec nous pendant un bon bout de temps à cause du vieillissement de la population au Canada.
Donc, merci beaucoup d'avoir participé et à bientôt.